Bonjour à vous deux, Radouane Ghazi Moumnet et puis Amélie Malissard, si c'est bien ça, oui. Alors, vous êtes deux, deux compagnons d'affaires, si l'on veut. Vous avez ensemble lancé un nouveau label qui s'appelle Assadoun Alay. Est-ce que c'est bien la bonne prononciation? Assadoun Alay, voilà. Un nouveau label, en fait, qui date de peut-être quelques années, là. Je crois que ça a été mis sur pied pendant la pandémie ou un peu avant. Non, ça fait 1 ou 2 ans qu'on travaille dessus. Ça fait 2 ans qu'on travaille dessus et 1 an qu'on l'a lancé. D'accord, donc c'est très, très récent. Il y a eu un premier album qui était en réalité une réédition, je crois bien, une réédition d'un album précédent qui avait été publié, je crois, à titre indépendant ou par une artiste montréalaise qui s'appelle Liliane Schlela. Un excellent album de musique électro sombre, de déconstruction rythmique, mais avec un peu d'avant-garde et d'expérimental, des belles sonorités nocturnes. Un bel album que j'ai écouté avec plaisir, mais bon, c'était pas votre premier véritable album. Là, vous allez en sortir deux albums qui seront les autres, les premiers, donc signés exclusivement pour vous. Il y aura d'abord un album d'une artiste qui s'appelle Farah Kadour, qui est une musicienne d'origine libanaise. Elle joue du bouzouk, c'est un instrument que l'on entend pas très souvent. Et puis la deuxième artiste, elle s'appelle Nada El Shazli. C'est en fait une trame sonore d'un film qui s'appelle Les damnés ne pleurent pas. Bref, on va y revenir tantôt. Mais je voulais savoir d'abord pourquoi vous avez eu l'idée de lancer un nouveau label, tiens. Qu'est-ce qui vous a pris? Et, et quelle personnalité souhaitez-vous donner à ce label? En fait, j'ai proposé l'idée à Amélie qu'on fait ça ensemble parce que je travaille beaucoup avec Amélie et c'est quelqu'un que c'est la seule personne, autre que même mes enfants, je ne les parle pas tous les jours, mon Dieu. Donc, c'est la personne que je parle le plus dans ce monde qui est, qui est très, c'est très cool, en tout cas. Et c'est quelqu'un que je fais énormément confiance et de faire. De créer un endroit pour les artistes, parce qu'on l'appelle un label, mais c'est pas vraiment un label dans le sens que c'est pas un truc distribué. Qu'est-ce que quand on pense à un label traditionnel, qu'est-ce qu'ils font la distribution et la méthode de travail, on voulait faire autre chose que ça, plutôt de présenter une plateforme pour des artistes qu'on aime beaucoup, qu'ils n'ont pas l'opportunité de faire des vinyles de leur album parce que c'est pas des artistes connus, ni c'est des artistes que le label traditionnel va les prendre parce que c'est not viable, commercially viable. Donc c'est pourquoi on voulait faire un truc très petit, très boutique, euh, sans créer trop de produits qui vont rester dans des boîtes chez les distributeurs, dans les sous-sols et qui est un truc très typique avec tous les labels. Donc, c'est pour ça, ouais, à la base, c'est vraiment ça. C'est un truc très, 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 très simple de créer ce genre de plateforme, de faire des releases de 200 copies pour des artistes qu'on sait s'ils vendent 200 copies, ça va leur donner un peu l'opportunité de se faire booker dans des festivals ou des shows ou sortir des disques qu'ils n'ont pas la chance à sortir sinon. Comme Liliane, notre premier release qui était en réédition, on a décidé, une édition en vinyle en fait, c'est pas une réédition. Euh, c'est un truc très simple, c'est déjà fait, c'est déjà masterisé, c'est déjà l'artwork est fait. Et comme ça serait un peu un soft landing pour un premier sortie. C'est un artiste que c'est un très bon ami à moi, quelqu'un que j'aime beaucoup, j'adore sa musique. Et pour moi, c'était unfortunate. C'est quoi unfortunate? Malheureux? Malheureux. Non. Malheureux. Unfortunate que sa musique existait que sur Bandcamp. C'était que ça. Les Bandcamp et Spotify. Et pour moi, je trouvais ça, c'est un disque qui méritait d'exister comme son format physique. Surtout que l'artwork aussi, il est magnifique et la musique, bien sûr, c'est incroyable et tout. Et c'est ça, c'était né de là. Et depuis là, c'est Amélie et moi, on travaille très fort, un peu trop fort sur ce petit voyage. Comme Radouane a dit, il est venu vers moi avec cette idée. Et pour moi,
l'idée de faire quelque chose qui était en dehors du commercial pour les labels, c'était quelque chose que j'avais vraiment à cœur, essayer d'avoir une relation avec les artistes qui était peut-être moins mirobolante que certains gros labels, puisqu'on n'a pas beaucoup de fonds, donc on ne peut pas payer grand-chose, mais qui était une relation de proximité avec les artistes et un accompagnement sur ce dont ils ont besoin, qui est parfois en fait le chaînon qui manque dans les relations avec les labels. Donc j'étais intéressée d'explorer ça, c'est toujours un peu ce que je fais, comment on peut remettre de l'humain et de la communauté dans une industrie de la musique qui est un peu en déperdition en ce moment et qui peine à trouver une façon d'être rentable dans le long terme, pas rentable en termes forcément gros revenus, mais juste d'exister dans le long terme, je pense. Je peux dire ça comme ça. Donc voilà, donc parfois c'est plus important pour un artiste d'avoir 200 vinyles de son album et des gens avec qui qui peuvent l'aider avec le mix, Radouane avec l'audio évidemment, et avec qui on peut avoir des WhatsApp et on peut parler. Et ce genre d'accompagnement, c'est parfois plus important que quelque chose de plus gros. Donc cette approche-là m'intéressait, et puis j'ai une confiance absolue dans la vision artistique de Radouane, qui a aussi des connexions avec des artistes dans le monde entier, et puis tout particulièrement dans la région MENA, sur laquelle on se concentre essentiellement, et qui a vraiment une vision absolument remarquable sur comment on peut donner à ces artistes de la visibilité et quelles sont les sonorités qui sont intéressantes et comment on peut influencer la vision qu'on a ici au Canada, puis en dehors du Canada, sur ce type d'art et de musique. C'est un immense travail pour parfois peu de visibilité, mais bon, c'est un travail d'amour et de passion. Oui, on ne cherche pas une visibilité, encore une fois, mais on n'est pas sur cette vision-là. On la souhaite toujours, surtout pour les artistes, en fait. Bien sûr. Donc, on revient à ce focus, ce point focal de l'étiquette, du label. Je crois comprendre qu'il y a, ce ne sera peut-être pas le cas toujours, mais jusqu'à maintenant, il y a un point focal sur des artistes issus d'une partie du monde, partie du Moyen-Orient, Proche-Orient. Donc, Liban, Égypte pour les deux artistes qui viennent, dont on entendra les albums le mois prochain. Est-ce que ça fait partie du focus ou ça adonne que c'était deux artistes qui étaient prêts et puis vous les connaissiez? C'est pas que c'est la focus, mais pour moi, c'est je vis à Montréal, on vit au Canada, Amélie et moi, et on voit, it's a struggle for all artists, bien sûr, mais pour des artistes qui viennent du Moyen, Proche-Orient, whatever, la lutte, elle est beaucoup plus dure, c'est beaucoup plus dur pour eux, c'est un truc, c'est un peu essayer de créer cette plateforme qui veut pousser cette partie de cette culture et la ramener ici ou de ramener un peu en Europe pour que ces artistes ils ont la chance de sortir de la bulle qui est soit Liban, soit Égypte. C'est un peu ça. Donc, c'est sûr que ce sera pas la priorité, ce ne sera pas de sortir un disque d'un projet, quelqu'un montréalais établi, quelqu'un qui a déjà un portfolio musical. Ils ne vont pas faire ça avec nous parce qu'on est capable d'offrir tellement peu. On fait à 200 exemplaires en vinyle et on engage quelqu'un pour faire la publicité et tout, mais c'est un truc très artisanal. Il n'y a pas de Spotify, il n'y a pas de distribution, c'est des ventes directes, soit par mail order à travers Bandcamp ou en live dans des shows. Et l'idée, c'est juste que l'artiste peut avoir un copie physique de leur musique pour vendre. Donc, c'est sûr, si tu es un artiste qui vit au Canada, c'est clair que c'est trop peu pour exister en tant que musicien au Canada de faire ça. Donc, c'est logique que ça ne va pas être pour des artistes ici. Bon. Par contre, on a un artiste ici, mais d'origine libanaise, qu'on va sortir leur album aussi. Mais c'est ça, ils tombent un peu dans cette catégorie des rarités canadiennes.
Ouais, donc on peut parler presque d'une sorte de carte de visite, mais de belle qualité, là, une espèce pour mettre de l'avant le produit de l'artiste avec un enregistrement. Est-ce que c'est seulement vinyle? Est-ce qu'il y aura Alors, les... non, en fait, oui, nous, ce qu'on fait dans le label, c'est seulement le vinyle, puis les ventes sur Bandcamp, parce que c'était plus simple, donc les ventes digitales sur Bandcamp. Mais l'artiste a la liberté, et ils le font, de mettre sur Spotify et sur toutes les plateformes de streaming. Donc, la musique, elle est accessible là-bas, parce qu'on ne veut absolument pas limiter toute possibilité d'écoute est à prendre. Donc, évidemment, nous, on encourage un modèle où les gens achètent de la musique plutôt que la stream gratuitement, parce que notre intérêt, c'est que tout revienne à l'artiste après nos coûts pour les vinyles. Mais... Donc, voilà. Donc, la musique, elle est accessible sur Spotify. Nous, on s'en occupe pas. On laisse tous les droits à l'artiste pour faire ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la vision imprimée sur vinyle. Et puis, pour réagir à ce que Radouane veut dire, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes canadiens et de partout, notamment dans les musiques qui nous intéressent, qui sont quand même expérimentales, qui seraient très contents, mais qui n'ont pas du tout accès à un label qui imprime leur vinyle. Donc, c'est pas qu'au Canada, on ait une offre qui n'est pas intéressante, parce que je pense que les artistes qui ont une difficulté à accéder à un label, il y en a plein. Mais c'est vrai qu'on a cette volonté peut-être d'ajouter une certaine difficulté systémique à accéder les marchés les plus porteurs financièrement dans la musique, que sont les marchés européens et nord-américains, qui ont de l'argent encore un petit peu à investir. Et donc, ça nous intéresse de travailler avec des artistes qui ont encore plus de difficultés à accéder à ces marchés-là et à porter leur vision et leur musique de façon un peu plus large. Je ne sais pas si ça, ça te va, Radouane. Bien sûr. Très bien. Parlez-moi de ces artistes. Donc, il y a 2 albums. On commence par Farah Kadour, qui est d'origine libanaise. Est-ce qu'il y a ces 2 artistes, il y a Farah et puis il y a, j'oublie, Nada? Nada, pardon, oui. Est-ce qu'il y a des liens avec Montréal? Est-ce qu'elles sont partiellement montréalaises ou c'est simplement qu'elles sont là-bas et vous les connaissez? Farah, elle est libanaise, elle vit au Liban, elle est jeune militaire au Canada, donc elle n'a aucun lien avec le Canada, en tout cas Amélie et moi. C'est quelqu'un, ça fait longtemps que j'ai vu Farah jouer dans plein de projets au Liban. Elle vient plutôt de la musique traditionnelle levantine, donc libanaise. Elle joue l'instrument que moi je joue, mais elle le joue beaucoup mieux que moi. Donc, Vous jouez du toujours bouzou cette. également. Pardon? Moi, je joue du bouzou, oui. Vous jouez du bouzou, d'accord, d'accord. Expliquez-moi rapidement. Oui, c'est un instrument de la famille des luths, guitare, voilà, du oud, lié au oud. Oui, c'est ça. D'accord, d'accord. C'est la famille des oud et tout ça, c'est une espèce de lutte. Et Farah, c'est ça, elle est musicienne d'énorme, énorme talent. Et elle n'avait même pas dans son esprit l'idée de faire un album solo. Je lui ai proposé ça. Parce que j'ai vu dans plein d'ensembles, dans plein de projets. Et sans lui rencontrer, en fait, je l'ai rencontré pour la première fois il y a 6 mois, hein, il n'y a pas si longtemps. C'était juste par WhatsApp et par des messages. Je lui ai proposé, on s'est parlé au téléphone et je lui ai dit, j'aimerais ça te proposer de faire un album de bouzou solo. Parce qu'il y a très peu de musique bouzou qui est enregistrée, très, 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 très peu. Et surtout en vinyle. Et depuis les années 70, il n'y a pas eu un vinyle qui était enregistré par un joueur de bouzou solo. C'est pas un instrument très populaire. Et donc, pourquoi? Enfin, je ne pas le oud. Le oud, c'est l'instrument qui prend vraiment le lion's share of attention dans les instruments du Moyen-Orient. Et le bouzou, c'est l'instrument que moi j'ai vu. Je suis passionné de cet instrument. C'est un instrument que j'adore. Et pardon, la différence avec le oud, c'est quelle est la différence? Le oud, c'est un instrument de 11 cordes qui a un fretless. Je ne sais pas c'est quoi le mot en français. Il n'y a pas de fret. Il n'y a pas de fret. En fret. Et elle a un son très, très chaud. C'est très very woody, warm sound.
D'accord. Le bouzou, c'est un instrument entre le bouzouki grec et le saz baglama turc. C'est Ah vraiment oui, entre les deux. Il y a des frettes. Les frettes, tu peux les bouger, donc c'est microtonal. oui. Et c'est joué avec 6 cordes au lieu de 11 cordes. Et ça a un timbre très agressif, très percussif, Plus très haut, aigu, hein? très Plus aigu, aigu, d'accord. très Oui, aigu. d'accord. Et c'est très différent, mais il se marie très bien dans une orchestre. Par contre, c'est pas un instrument aussi populaire que le oud. Le oud, c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus de range. Ah oui, Euh, une tessiture plus large, oui, qu'en Beaucoup plus album. large que le bouzou. Donc le bouzou, c'est beaucoup plus niche. Et c'est ça. Et donc c'est pour ça, moi, c'est un peu. Elle a fait un disque un peu. Je rêve un jour de faire un disque solo de bouzou, mais je peux pas. Je suis pas aussi bon. Et, et elle a fait. Et donc c'est ça. Et aussi, ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Et c'était pas du tout dans ses idées de faire ça. Je lui proposais ça. Elle était comme mais non, j'avais pas. Moi, je ne sais pas si j'ai la capacité de faire ça. Je suis quelqu'un c'est ça, elle est interprète plutôt que compositrice. Et ça, on m'a parlé, et je lui dis non, vraiment, je crois vraiment à la capacité de faire ça. Et ouais, elle a accepté et elle est rentrée au studio à Montréal, à Beyrouth, pardon, pour enregistrer. Elle m'a envoyé les fichiers, j'ai mixé ça dans mon studio à Montréal. Et voilà, l'album est né. OK, Donc, je suis très donc, fier, très, très, ce sont très des fier de ce disque. compositions. Ce sont des compositions. Des compositions, Des certaines traditionnelles. compositions, improvisations et des morceaux traditionnels, des reprises de D'accord. morceaux traditionnels. D'accord. On a donc avec cet album qui va sortir donc à la fin mars, qui s'appelle Bada, hein, c'est ça. On aura une fenêtre ouverte sur une musique classique, une musique savante qu'on entend peu souvent provenant du Liban, celle jouée au bouzouk. Donc, très intéressant. Très intéressant. Ouais. Deuxième album qui va sortir en même temps. Vous avez décidé de faire ça, vous, comme ça, d'un coup. C'est Nada El Shazli et c'est une trame sonore de film. Alors, pourquoi Nada? Quel lien avec Montréal, elle, si elle en a un? Et puis, parlez-moi de cet album, de cette musique. Mais vas-y, Amélie, je pense que tu es aussi Bah, formée que moi. Radwan est beaucoup mieux pour parler de la musique, mais Nada, elle vit à Montréal, effectivement, Ah, d'accord. depuis quelques années, puis avant la pandémie, je pense. Ah oui. Et d'origine Il y a égyptienne. 3 ans. À 3 ans Elle est d'environ. égyptienne, oui. Elle est égyptienne, oui. Égyptienne. Et c'est une artiste qui est maintenant en voie d'être assez établie quand même. Je pense qu'elle a largement dépassé le stade de emerging. Donc, elle fait de la musique depuis longtemps. Elle a ses projets solo. Et là, elle a fait la musique de ce film qui a rencontré pas mal de succès. Et le film lui-même et la bande-son aussi, elle a gagné, je me souviens plus. Ce serait bien que je sache ça par cœur, mais elle a gagné. La musique du film a gagné des prix des prix dans certains festivals de films. Oui. Et donc, et cette musique est magnifique. Elle a travaillé avec des musiciens montréalais également pour ça. Donc, ça nous intéressait pareil, de donner un format vinyle à cette musique qui n'était pas sortie en dehors du contexte du film et qui se situe un peu de côté par rapport à d'autres de ses projets solo où elle chante plus, qui est dans un format plus chanson. Et ça, c'est un format plus composition. Oui, instrumental plutôt. Il y a un titre où elle chante, mais c'est pas, c'est quand même une esthétique différente de certains autres de ses projets. Radon, On est dans la musique de film, hein, on l'entend un peu. J'ai écouté, c'est vraiment très beau avec cordes et avec d'autres instruments aussi, mais très expressif et pas du tout. On tombe pas dans le miellisme trop romantico-romantique. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est plus sérieux que ça. Vraiment, très bel album. Je l'ai écouté d'avance. Je vais d'ailleurs en parler de ces deux albums avant qu'ils sortent. Donc, pour nos habitués de Panem 360, restez branchés. Vous verrez apparaître des textes sur ces albums pour mieux les connaître. Mais ceci étant dit, Nada El Shazli, avec cette musique, elle a recruté pour cette musique nul autre que Sarah Pagé, la harpiste.
très célèbre, célébrissime parmi la communauté de l'indie montréalais. Et puis donc, elle sera sur... la musique sera diffusée au Centre Phi, je crois bien, lors d'un concert avec Nada elle-même et Sarah Pagé au Centre Phi le 21 mars, c'est bien ça? Donc, oui. c'est vous qui avez organisé ce concert. Qu'est-ce que ça va être exactement la trame sonore, jouée telle quelle, ou à quoi on s'attend pour cet événement? C'est avec notre booker Heavy Trip, qui est Michael Dardier, c'est le booker de Nada et mon booker. C'est ça, c'était un peu une opportunité que le FI a présentée pour que Nada présente un concert. Et on a décidé de faire que ce soit le lancement de l'album, vu que le show, on a eu cette opportunité. Donc, l'opportunité se présentait de la part de Centre Phi à travers nos bookers. Et après ça, on a discuté et c'est ça. C'est d'où l'idée était née de faire. Parce que, ouais, pour Nada, c'est quand même une artiste elle est très établie, surtout en Amérique du Nord et en Europe. Et elle tourne beaucoup quand même. Et ça fait quand même 7 ans, elle n'a pas sorti quelque chose. Elle a fait ce BO. Et ce BO, c'est sûr, c'est très loin de ce qu'elle fait normalement. Et on a décidé de faire ça avec notre label parce que ça sort un peu de la norme pour elle. Et ça sera une belle opportunité sur un truc un peu plus low-key, de sortir un album plutôt expérimental, pas dans le sens traditionnel, si on peut dire expérimental, mais vu que c'est un BO. Et donc, on essaie de garder ça, to contain the whole thing. Ouais, ouais. Et puis... j'ai trouvé les awards. Donc, c'est le Best Scores au Dublin Critics Circle Award et meilleure musique originale au Festival international du film indépendant de Bordeaux. Alors, on a très hâte d'entendre ça. Moi, j'en ai entendu, donc je l'ai entendu, mais bon, pour ceux qui écoutent et qui seront là sur le site, vous pourrez entendre bientôt, quand je mettrai le lien Bandcamp, si je ne m'abuse, qui est disponible, et puis je parlerai du disque aussi. Qu'est-ce qui vous reste? Vous avez, j'imagine déjà, est-ce que vous avez une liste d'artistes que vous êtes déjà engagé ou enfin vous avez l'envie de les enregistrer et puis les diffuser et de les distribuer d'ici les prochaines années? La liste est longue. La liste est longue. La liste est longue et les moyens limités. Les moyens sont très, très courts. On peut peut-être parler juste une seconde de ce que c'est que la réalité d'avoir un label au Canada maintenant, juste pour le côté... Allons-y. Mais Radouane et moi, on est donc, c'est pas notre carrière principale d'avoir ce label, c'est quelque chose qu'on fait en plus de notre activité principale parce qu'on a envie de faire ça et qu'on y croit et qu'on aime. Mais c'est quand même assez difficile de conjuguer les impératifs d'une industrie qui est quand même très centrée sur un principe de réussite basé sur des sonorités plus mainstream, on va dire, avec la réalité des audiences et des financements de la musique expérimentale. Donc, en gros, ce que j'essaie de dire avec ces grandes phrases, c'est que c'est quand même très difficile de trouver des financements quand on est un label parce qu'on est considéré comme des business pour toutes les demandes de subventions, alors que ce qu'on fait, c'est clairement pas du business. Sinon, on n'est pas des bons businessmen parce que... D'accord, c'est vrai. Voilà, et qu'en même temps, on ne rentre pas dans les cases de l'industrie de la musique plus commerciale. Donc, on veut continuer et on va continuer, mais on est obligé de le faire à un rythme plus lent que ce qu'on aimerait. Parce que on n'a pas le temps dans nos carrières respectives et parce que ça prend du temps de rassembler les moyens nécessaires à mener le projet de la façon dont on a envie, c'est-à-dire en imprimant. Si jamais on ne faisait pas les vinyles, évidemment, on pourrait sortir plus de choses plus rapidement. Mais imprimer les vinyles, ça coûte de l'argent, ce qui est normal et c'est bien mérité. C'est des beaux objets, c'est pas contre le prix des vinyles que j'en ai. Mais voilà, donc ça c'est le petit commentaire sur le secteur parce que je pense qu'il y a tout un tas de personnes qui travaillent dans ces sphères de musique non commerciale qui donnent beaucoup d'eux en termes de temps, en termes d'argent. Je parle même pas des artistes qui
donne encore beaucoup plus. Donc, c'est important de le souligner parce que vous devriez presque être considérés comme des OBNL, mais c'est pas possible. Et puis, vous êtes dans une industrie qui est dominée par l'esprit très commercial, et puis pourtant, vous avez des velléités d'OBNL, en fait, pratiquement, là. Je veux dire, vous êtes réaliste, et donc vous vous attendez pas à faire d'immenses profits avec ça, mais à tout le moins, comme on dit, break-even, c'est déjà bien. Donc, les OBNL, c'est un peu Loin de là. Ouais, malheureux. Ouais, c'est ça. Il faudrait appliquer certaines nuances dans ces financements dans ces domaines, peut-être. Est-ce que vous avez pensé plutôt à les faire en CD? Pourquoi pas? C'est peut-être moins cher. Est-ce que c'est moins cher? c'est un peu moins cher, mais c'est pas cher si jamais on veut le faire de bonne qualité, à vrai dire. Mais après, c'est vrai que le format vinyle est quand même ça apporte quelque chose aussi en termes de son que le CD n'apporte pas, moi je trouve personnellement. Mais et puis c'est pas tout le monde qui a des vinyles, hein? C'est pas tout le monde qui a la machine. non. Donc, est-ce que ça limite un peu, même déjà, c'est déjà limité, là? Est-ce que vous limitez pas encore à l'extrême, peut-être? Oui, mais bon, c'est quand même accessible. On le vend aussi en digital sur Bandcamp et la différence sonore entre le digital et le CD est pas le digital est limite meilleur. Donc voilà. Et puis l'objet vinyle. Tout dépendant du format, bien sûr. Après, il y a des gens qui n'achètent pas parce qu'ils n'ont pas de lecteur vinyle, mais ça revient quand même. Il y a de plus en plus de gens qui ont la capacité de lire des vinyles, surtout dans la scène de musique qui nous intéresse. Et puis, il y a des gens qui achètent les vinyles juste pour soutenir et pour avoir l'objet. C'est aussi un bel objet. On voit l'art. Il y a beaucoup de travail qui est fait. On n'a pas parlé du graphic design pour les 2 albums, mais c'est quand même quelque chose qui est aussi un accompagnement de la musique dans l'aspect créateur de créer cet objet vinyle qui existe en soi. Donc, mais c'est vrai que c'est une barrière en plus. C'est pour ça que c'est aussi sur Spotify où là, il n'y a pas de barrière et c'est même quasiment gratuit. Donc, sur Bandcamp, c'est aussi gratuit quand on stream et qu'on appuie sur... Quand on appuie, c'est gratuit, mais si on achète, on a l'occasion d'acheter, et puis là, ben, l'argent va, enfin, de façon plus substantielle aux artistes. Directement au label. Ouais. Moi, quand je fais des critiques d'albums, il faut que ça soit pas disponible sur Bandcamp pour que je ne le mette pas le lien. D'habitude, je mets le lien Bandcamp. C'est pour ça. C'est pas parfait, mais c'est un moindre mal, assurément, que les grandes surfaces de streaming qui ne redistribuent pas grand-chose aux artistes. Et même plus rien maintenant. Je me souviens plus du nombre de streams, mais quand on atteint maintenant, ils ont fait un système de tiers où quand on n'atteint pas un nombre de streams, on n'a plus rien du tout. Comme ça, c'est réglé pour que ceux qui ont plus de streams, ils aient plus. Ouais, non, mais c'est toujours la même mentalité d'écrémage et d'inégalité. Bon, ça vient d'un même business model, hein, qui est essentiellement au sud de la frontière et qui sort de là à peu près tout le temps. Même chose avec les Facebook et de ce monde. Bref, on va arrêter ici. Ce n'est pas mais on a une belle liste d'artistes prévus. Oui. Radouane, on ne peut pas vraiment en parler. J'ai hâte de les entendre. Ben oui, j'ai hâte de les entendre. Vous me ferez signe et puis on pourra en parler. Je vous remercie énormément pour ce temps que vous m'avez offert, que vous nous avez offert. C'est très éclairant. Et puis, on va suivre ce tout petit label, mais bon, qui, on le souhaite, fera son chemin. Et puis, qui va surtout nous proposer des produits très intéressants. Donc, pour les amateurs de musique, toutes catégories confondues que nous sommes chez Panem et ceux qui nous suivent, ben, je pense que c'est une bonne nouvelle. On espère. On essaie. Merci beaucoup et puis bon succès. Je rappelle donc ce nouveau label Assadoun Alay, 2 albums qui sortent le 29 mars, si je ne m'abuse. Le sorti sur les plateformes est sorti à la vente, je crois bien. Farah Kado avec l'album Bada et ainsi que Nada El Chazli, trame sonore du film Les damnés ne pleurent pas. Et puis pour Nada El Chazli, il y aura également un lancement officiel d'album au Centre Phi à Montréal. C'est le 21 mars. Elle sera sur scène, entre autres, avec les musiciens qui sont sur la trame sonore, mais surtout Sarah Pagé également, superbe harpiste liée au monde de l'indie ici à Montréal. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, au nom de Panem 360 et tous ceux qui nous écoutent, je suis très heureux de vous avoir rencontrés et puis on va continuer de vous suivre. Merci. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.